C'est ennemi qui a le Ouais. bip. Le prompteur. Passé, bah oui. Et j'ai eu Joris. Ouais, on rajoutera ça. Bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la réunion de concertation publique pour le projet d'aménagement de l'île Aéroparc sur la commune de l'Équin, porté en tant que maître d'ouvrage par la CCI des Hauts-de-France, CCI Grand Lille. Nous sommes réunis pour vous présenter ce projet. Aujourd'hui, effectivement, est présente Madame Depeut, architecte et en charge du groupement de maîtrise d'œuvre. Monsieur Jean-François Morel, du cabinet Magéo. Rémi Babut, de Franck Boutet Consultant. Laure Lacan-Spata, de Base. Et Fabien Garcia, de Transitech, ainsi que Xavier Mulotte, de TPFI, qui interviendra par la suite. Avant de passer la parole et pour donner quelques mots d'introduction, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes sur un projet résolument développement durable, un projet d'aménagement qui allie à la fois le développement économique, mais également, au sens le plus large, l'écologie. Sur les 5 points que je pourrais mettre en avant en préambule et qui seront largement développés par la suite, et que vous pourrez retrouver aussi sur nos sites REF 3, l'île Aéroparc, eh bien, c'est avant tout une réponse aux besoins en foncier économique, en synergie avec l'aéroport, avec une création d'emplois sur 15 ans. Ce sont des solutions apportées pour la mobilité et les accès sans impacter, plus que la situation actuelle, l'environnement. C'est bien sûr améliorer l'apport d'eau pluviale dans les champs captants en quantité et en qualité, étant à cheval sur 2 bassins versants. C'est aussi une consommation en foncier agricole largement compensée par effectivement du foncier que la CCI remet à l'agriculture étant dans les champs captants. Et puis c'est une démarche REF 3 opérationnelle avec une prise en compte à la fois de la qualité de l'air, de l'eau et de la terre, et avec une gouvernance sur le site en synergie avec l'ensemble des acteurs et avec des engagements très forts. Alors, pour effectivement démarrer cette présentation, je vais passer la parole à Madame Depeut. Merci. Alors, au niveau des ambitions, effectivement, c'est un parc, une zone d'activité ou un parc d'activité, puisque vous allez voir plus tard, complètement innovant et différent de ce qu'on connaît comme modèle aujourd'hui. Bien évidemment, nous sommes dans le territoire de Hauts-de-France et on porte l'ambition de REF 3, qui sont les principes de la révolution industrielle énoncée par Rifkin. Dans les contextes actuels, avec tous les acteurs, on a essayé de faire en sorte de pousser au plus loin le curseur des ambitions environnementales. On y reviendra. Mais c'est quand même important à savoir, c'est aussi un parc qui est au service du développement économique. Le foncier est assez rare et aujourd'hui, il y a toujours une demande. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'on travaille sur un projet qui fait d'abord bien à son contexte et à la ville de L'Équin et les habitants, parce que c'est aussi l'idée qu'ils y retrouvent un lieu et un cadre de vie nouveau où les gens travaillent et même un emploi.
C'est un projet qui essaye de mutualiser non seulement les espaces verts de ce parc d'activités avec les gens du quartier, mais on mutualise aussi les services interentreprises. On est en relation très très proche avec l'aéroport, puisqu'on profite bien évidemment de cette évolution possible de cet aéroport, et on va avoir des services qu'on va mutualiser. Et puis, bien évidemment, Rémi en parlera, on essaie quand même systématiquement de faire en sorte qu'on va produire de l'énergie et qu'on va travailler uniquement avec des énergies renouvelables et qu'on est, in fine, dans un grand respect de la planète, de la gestion de l'eau, qui est très particulier et très important sur ce site, et qu'on améliore la qualité de l'air et les conditions de vie, et ce qui fait que c'est un parc d'activités qui finalement est un ensemble de bâtiments qui se trouvent dans un espace extrêmement vert. Voilà. Par rapport... Alors, j'oublie que je dois bouger le diapo. Voilà, vous voyez le contexte de ce site. Vous voyez que le site, il se trouve juste en face de l'aéroport et au bord de la ville de Lequin, enfin au bord de la route, qui est en face du parc de la Motte, avec le CRT juste à côté. Là, vous avez une photo aérienne qui montre bien les enchaînements des programmes. Effectivement, on est sur un site agricole qui à la fois déjà accueille les gens du voyage, qui a le réservoir d'eau de la Melle, et qui est juxtaposé au CRT, au parc d'Anchemont, et puis qui est pas loin de la plaine des sports et des loisirs, et qui du coup, par sa programmation, va aussi mettre en place des échanges et des continuités. Ce site, après, ce qui est important de savoir, c'est qu'il se trouve à l'extrémité de la surface qui finalement alimente les champs captants. Ce qui est important à savoir, les champs captants qui sont en fait qui fournissent l'eau potable pour la collectivité, et cette surface-là, elle est à préserver, et c'est tout le travail qu'on a mené depuis pas mal de temps pour faire en sorte qu'on ne dégrade absolument pas, au contraire, le territoire. Et après, c'est un projet qui se compose à partir des conditions du site. Comme on est proche d'un aéroport, bien évidemment, il y a les hauteurs, il y a les bruits, mais il y a aussi des sites et des lieux à maintenir, comme des réserves qui sont inscrits dans le PLU. Ensuite, il y a également des espaces verts existants, des cheminements, tout un tas les taches vertes que vous voyez, ce sont des alignements d'arbres, des bosquets d'arbres, tout ce qui était là comme nature et qui était à conserver, on a intégré et on a revalorisé et exacerbé au sein du projet. Voilà. Si on regarde un tout petit peu aussi la programmation économique, parce qu'on parle quand même d'un parc d'activités, je l'ai déjà mentionné, il y a une certaine carence et on a besoin aujourd'hui des nouveaux types de parcs complètement innovants. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps depuis qu'on travaille sur ce projet? On a fait un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, où avec 62 répondants, on a essayé de comprendre les besoins et essayer de voir comment ensemble on pouvait répondre à cette ambition de faire un site durable. On a aussi fait toute une analyse du marché, du foncier et de l'immobilier des entreprises avec Catalyse sur la métropole lilloise. On a eu des entretiens avec les services de la ville, avec la MEL, avec le maire. On a eu avec 39 entreprises aussi, ce qui fait qu'il y a quand même eu pas mal de démarches pour essayer de comprendre dans quelle direction on peut faire évoluer les zones d'activité aujourd'hui. On a fait des ateliers immobiliers où on a essayé de comprendre le curseur aussi économique d'un promoteur investisseur sur comment pouvoir ensemble construire en réduisant l'empreinte carbone considérablement et en travaillant sur des lieux de partage, sur une réduction de la mobilité.
On a fait du benchmark aéroportuaire. Et puis ça nous a permis finalement, avec le groupement que Marc il a présenté, d'essayer de faire un projet ambitieux pour l'île Aéroparc. Alors, si je reviens maintenant, c'est une présentation à plusieurs voix sur les principes du projet. Je vais introduire, bien évidemment, quand on a répondu à l'appel d'offres, parce qu'il y avait un appel d'offres, on a bien mis en valeur les ambitions REF 3. Pour nous, c'était très important et c'est pour ça qu'on a répondu et qu'on défend vraiment ce projet. Il fallait vraiment qu'on arrive à aider la CCI à mettre en place un modèle qui est nouveau, une nouvelle zone d'activité et qui peut être un exemple pour la suite. On a l'innovation à chercher, pas simplement peut-être dans la composition spatiale du projet, mais aussi avec les liens qu'il fait avec le contexte, et je parle surtout les liens des programmations qui sont mutualisées à la fois avec la ville, à la fois avec l'aéroport, avec CRT et en interne. Il y a tout un travail considérable sur la gestion de l'eau qui permet d'intégrer un vrai paysage et puis de créer un cadre de vie qui est propice à des activités sportives ou autres activités. On a travaillé sur la programmation et de la création de l'emploi, simplement pas que par les bâtiments qu'on y construise, mais aussi grâce à la question et à la gestion des espaces non construits. Et puis, bien évidemment, cette ambition qui est peut-être plus du tout aujourd'hui une innovation, mais qui l'était tout au début, c'est d'essayer de réduire au maximum l'empreinte carbone. Quand on regarde une zone d'activité actuellement, très souvent, c'est une trame de voirie qui n'a pas de fin, pas de début, si on peut dire, et qui est tout le temps extensible. La première chose qu'on a mis en place, c'est essayer de voir comment on pouvait faire un autre système d'organisation spatiale et surtout aussi organisation au niveau des mobilités. Et on a mis en place un cercle. Dans le cercle, l'anneau, c'était pour dire le système VR, il peut être juste une boucle qui permet aussi d'y intégrer un réseau intelligent, un smart grid, pour pouvoir connecter plusieurs entreprises et que s'il y en a une qui s'en va, le système il n'est pas interrompu. Ça nous permet aussi d'organiser autrement un site et de réorganiser les lieux où on mutualise avec les lieux où il y a un peu plus de logistique éventuellement et d'activité. Ça nous permet d'être plus compact, d'avoir une empreinte au sol beaucoup moins importante et puis aussi de composer autrement avec le projet. On a essayé pour cela... et ça, c'était surtout un travail aussi dans les workshops, essayer de stimuler l'innovation et de réfléchir sur les nouvelles formes urbaines. On a essayé de travailler sur les questions de production énergie renouvelable, la manière comment on peut avoir une approche systémique et qu'on peut mutualiser éventuellement les fonctions et les voitures, les vélos, etc. Enfin, tout ça pour vous dire aussi que ce cercle est aussi un gage d'identité et qu'on pouvait à partir de là dire que finalement, si on vole, si on quitte l'aéroport où on atterrit, qu'on peut voir de loin cette identité forte, ce cercle dans lequel s'inscrivera la zone d'activité comme une nouvelle identité de ce parc d'activité. Je laisse la parole à Rémi de Franck Boutet Consultant, Bureau d'études en environnement durable, pour vous donner le cadre de toutes les ambitions qu'on a par rapport à ce parc d'activité. Merci. Alors effectivement, sur le secteur, on s'inscrit dans la vision environnementale qui est celle de la région Hauts-de-France pour la transition énergétique, donc qui est la vision troisième révolution industrielle, mise en place, comme le disait Annie tout à l'heure, par Jérémy Rifkin, qui repose sur 5 piliers que je rappelle ici rapidement. Donc globalement, une transition vers des énergies renouvelables distribuées, décentralisées, qui sont du coup produites de manière décentralisée à l'échelle de chacun des bâtiments. Et puis tout ce qui va avec, c'est-à-dire un nécessaire stockage et échange énergétique entre les bâtiments. Et enfin, une électrification de la mobilité
qui sert à la fois à la décarboner et à favoriser les échanges énergétiques, puisqu'elles peuvent aussi servir en partie comme des batteries mobiles. Donc, au-delà de cette vision-là, il y a des aspects transversaux qui sont l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, et qui, comme le disait tout à l'heure Annie, se trouvent assez bien leur symbole dans la forme circulaire et les échanges qu'on veut mettre en place au sein de cette zone d'activité, qui aille un peu plus loin sur les aspects environnementaux que ce qui se fait d'habitude. De manière très opérationnelle, on a traduit ça dans 6 thématiques que je vais vous présenter rapidement. Donc, notamment à l'échelle des bâtiments de maîtrise de l'énergie, donc c'est-à-dire avoir des bâtiments qui soient très performants en termes d'enveloppe et qui aient besoin de très peu d'énergie pour se chauffer et se refroidir. Qui participent évidemment à la production énergétique, notamment par des toitures solaires et au stockage d'énergie. Et au-delà de ces mesures purement techniques, d'aller même un peu plus loin en participant sur la question des usages à réduire les consommations d'énergie, avec tout simplement des systèmes de gestion technique du bâtiment, donc centralisés avec de l'électronique embarquée, des capteurs, etc., qui nous permettent de minimiser la demande en énergie. Et puis, au niveau des usages en eux-mêmes, la signature de chartes des usages tertiaires, etc., pour impliquer les usagers et les occupants des bureaux dans une réduction des consommations. Ensuite, ça concerne aussi donc autres gros postes, notamment de l'empreinte carbone de la zone. Ça concerne aussi la construction des bâtiments en eux-mêmes, avec la limitation évidemment de l'empreinte carbone des constructions en phase de conception et de chantier, qui va du coup très prochainement, donc à partir de début 2022, être réglementée par la nouvelle réglementation environnementale du bâtiment. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on avait prévu, on va dire, depuis le début, et donc ça consiste tout ça à être un petit peu plus vertueux structurellement, à intégrer beaucoup de matériaux plutôt biosourcés, ou en tout cas à faible empreinte carbone, et qui vont éventuellement pouvoir stocker du carbone. Et puis ça consiste aussi à avoir des bâtiments qui vont bien vivre dans la durée, qu'on va pouvoir éventuellement reconfigurer pour en modifier les usages, par exemple, afin d'en prolonger la durée de vie. Ensuite, au-delà de cette réduction des impacts en général, il y a la question du confort de tous les occupants et usagers du site. Donc ça va passer par beaucoup de choses, notamment au niveau des occupants des bureaux, par tout ce qui est du confort visuel et acoustique. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même en proximité de l'aéroport et d'axes routiers importants. Tout comme pour la question de la qualité de l'air intérieur. Donc voilà, je ne détaille pas forcément plus que ça, mais tout ça, ça fait partie des préoccupations qu'on a. Et pour les occupants et aussi les visiteurs qui pourraient profiter de ce site, alors même au-delà de la zone de bureau, des gens du quartier, etc., qui pourraient venir profiter des aménagements paysagers, par exemple, il y a toute la question du confort dans les espaces extérieurs aussi, qu'ils soient thermiques, acoustiques ou, encore une fois, visuels et voilà, et ressenti ambiance, on va dire. Et enfin, un autre axe important, donc là, qui concerne encore à la fois l'usage et l'impact, notamment en termes carbone, c'est la question des mobilités. Donc on a un site qui est bien desservi par les axes routiers notamment, mais le but, ça va être d'y encourager des usages qui vont être moins impactants, avec notamment pas mal de mutualisation via du covoiturage qu'on va chercher à encourager, via des flottes de véhicules décarbonés et partagés à l'échelle de la zone avec plusieurs entreprises qui les partagent. La CCI fait d'ailleurs sur le sujet met en place des démarches assez proactives, avec la mise en place d'un manager de la mobilité, donc qui va se charger à l'échelle de la zone d'activité de coordonner l'effort des différentes entreprises pour qu'elles puissent justement mettre en place comme ça des mutualisations qui vont bien les aider à être un peu plus ambitieuses. Et puis, bien sûr, il y a le sujet des modes actifs qui vont être encouragés, avec une liaison renforcée avec notamment jusqu'au métro 4 cantons, et puis une qualité d'usage sur place, que ce soit au niveau des locaux, vélos eux-mêmes, ou tout ce qui peut se faire en termes de vestiaires, etc., qui doivent faciliter la vie de ces usagers-là. Et donc du coup, ce dernier axe que je vous présente aujourd'hui, et je passerai sur la question du chantier, mais ce dernier axe sur les mutualisations, donc qui vise aussi à permettre d'incarner ce sujet économie du partage, en fait, il vient
rappeler un petit peu tout ce qu'on a pu voir sur d'autres sujets, et notamment sur la mobilité, j'en parlais, mais de dire qu'en tout cas, on va pouvoir faire des choses un petit peu plus ambitieuses en termes environnementaux, en mettant à profit le fait que voilà, toutes les entreprises peuvent contribuer un petit peu et s'apporter des services comme ça qui auront aussi un impact positif en termes environnementaux, donc notamment sur la mobilité, mais aussi sur la gestion des déchets, et puis sur tout un tas de services. Ça peut être de la conciergerie ou des choses comme ça, tout simplement, mais qui vont pouvoir être mises en place à l'échelle de toute la zone. Si alors on regarde le fonctionnement, là vous voyez dans ce slide, c'est un des premiers slides qu'on avait sorti. Le projet il a démarré en 2017. C'était de créer vraiment par ce biais de ce cercle une image forte qui montre bien qu'on est dans une autre organisation spatiale, y compris programmatique, de zone d'activité, et qui affirme quelque chose qui est affirmé dans le lointain et dans le proche, à plusieurs échelles, et surtout, vous allez voir dans le vécu. Et comme je disais, ce projet, il a démarré en 2017, où on avait à ce moment-là un projet où vous voyez le cercle qui avait une épaisseur et qui devenait une sorte de parc de 50 mètres de large, qui avait un axe direct, l'avenue Aéroport vers l'aéroport avec un tramway, mais qui surtout, à ce moment-là, dans ce site de 38 hectares, avait un programme à peu près de 217 000 mètres carrés de SDP. On a évolué depuis parce qu'on a eu différents workshops, on a eu quand même beaucoup d'intérêt des investisseurs promoteurs. Et puis finalement, on a réduit la surface et on avait testé surtout aussi de réduire un maximum les voiries. Et on était plutôt dans un système, disons, carré avec des angles arrondis. Ça fait rire parce que c'était le rond, on le défendait à un moment donné très fortement, mais pour des raisons de réduire un maximum les voiries, les réseaux, à ce moment-là, en 2018, ce projet plutôt carré était mieux approprié pour ce qu'on faisait à ce moment-là, et on avait réduit. Oui, mince, je me mélange mon micro et mon... Ensuite, récemment, et c'est toujours bien de pouvoir prendre du recul et d'avoir peut-être encore plus de contraintes, en 2020, on a revu le projet et on est revenu à la forme la plus compacte, et surtout aussi en mettant en place beaucoup plus de place pour la nature, pour la nature productive, puisqu'on veut y introduire de la culture maraîchère et de la permaculture, beaucoup plus de place pour les espaces non construits, pour les immeubles, et puis un système encore beaucoup plus dense au niveau de la voirie, et ça se transcrit très très bien dans ces camemberts. Entre 2017 et 2020, on a vraiment réduit aussi l'emprise au sol et les surfaces qu'on met en place, jusqu'à avoir que 14,2% des emprises bâties, ça veut dire de perméabilisation, et puis le reste, avec la voirie en plus 3%, disons 17,2% est construit, et tout le reste est dédié, soit 70% environ à des espaces ouverts et 13% à nouveau à l'agriculture. Et ça, c'est important de savoir parce que pour nous, le but, c'était de voir comment on pouvait répondre à ces nouvelles conditions de la gestion de l'eau, de la protection des champs captants, ce qui fait que la programmation a une réduction de 25%. On a aussi eu des réunions avec le SMALIM et EIFAGE pour trouver un vrai échange et comment on pouvait développer la programmation en fonction aussi de l'aéroport, surtout parce qu'il fallait créer des synergies. Puis, comme je vous disais, on a intégré la permaculture et la maraîchage bio et un circuit court, c'est-à-dire on crée aussi de l'emploi à travers les espaces non construits. Et puis, bien évidemment, avec à la fois Magéo et TPFI, il y a eu des études complémentaires, il y a eu des analyses de sol très détaillées qui ont été faites.
qui nous ont permis de bien implanter les immeubles là où il fallait et de faire en sorte qu'on pouvait intégrer au niveau de la gestion des eaux des prescriptions techniques les plus exigeantes qu'on pouvait avoir. Et je laisse la parole à Jean-François pour qu'il puisse vous expliquer en quoi on a amélioré et ce qu'on a découvert suite à ces études complémentaires. Oui, c'est vrai. Cette question de la prise en compte de la gestion de l'eau dans ce contexte particulier d'aire d'alimentation des champs captants, elle a été grandissante au fur et à mesure des différentes hypothèses de projet là, dans ces différentes années. Et elle a été grandissante au fur et à mesure de l'amélioration de la connaissance du site. Parce qu'on est sur un site particulier, on est sur un site qui est implanté en limite de l'aire d'alimentation des champs captants et qui se situe sur un dôme géologique entre le bassin versant de la Marque et le bassin versant d'aire d'alimentation des champs captants. Et donc la question qui s'est posée à nous pour bien concevoir le projet, c'est de bien connaître le terrain et bien connaître le sol. Si on veut porter une analyse fine et une conception fine sur le projet, il faut connaître de façon très fine le sol et le terrain sur lequel on se pose. Et donc il y a cette étude, un certain nombre d'études qui ont été menées, dont cette étude géophysique, dont l'objet a été d'affiner le positionnement de la ligne de crête qui sépare l'écoulement des eaux d'un côté vers la Marque et de l'autre vers l'aire d'alimentation des champs captants pour intégrer ce paramètre d'écoulement en sous-sol des eaux dans la conception du projet et servir cette ambition qu'on a d'un projet qui contribue à l'alimentation et à une meilleure gestion globale de l'eau vis-à-vis des champs captants. Ce qui fait qu'ensuite, dans l'implantation des bâtiments et des volumes, comme vous pouvez voir sur ce slide, on a vraiment respecté cette faille et on a justement organisé les implantations de manière à ce qu'on n'empiète pas dessus. Et vous voyez qu'à gauche et à droite du plan, on a une sorte de clairière dans laquelle se trouvent les programmes. Et puis dans le cercle, il y a aussi les programmes, surtout qu'on vient mutualiser. Vous voyez que le parc d'activités, il est 55% tertiaire, il y a à peu près 31% d'activités et puis beaucoup de services, 14%. Et en fait, ils sont organisés à l'intérieur de ce cercle parce que la boucle, c'est aussi la boucle de la mobilité alternative qui nous permet de tester. On a toujours rêvé de tester la voiture sans chauffeur, les différents types de nouveaux types de mobilité. Je pense on peut faire de la recherche sur comment comment les personnes âgées peuvent être plus mobiles et comment ils peuvent se passer à travers l'espace. Enfin, bref, tout ça, c'est aussi le smart grid. C'est cette idée qu'aujourd'hui, on doit mutualiser le plus possible. Et puis, vous allez voir plus tard, quand Laure va avoir la parole à la fin, que c'est aussi tout un lieu qui est dédié à tous et à toutes. Par rapport justement à ces programmes de mutualisation, bien évidemment, la maison des services, il y aura du coworking. Le coworking, peut-être d'une manière très particulière. Il y a, comme je disais, les circuits courts qui se sont mis en place. On aura des équipements sportifs, on aura sans doute des restaurants à partager, mais on a aussi la conciergerie, les lieux sportifs. En fait, c'est toute cette réflexion. Qu'est-ce que c'est travailler ensemble et comment sociabiliser, et pas uniquement avec des gens qui travaillent dans cette parc d'activités, mais aussi avec les gens qui habitent et avec les gens qui sont autour. C'est-à-dire, c'est aussi cette idée qu'une zone d'activité, et certainement aussi demain, elle n'est pas que ouverte et vivant la journée, mais aussi les week-ends et pendant les périodes de vacances. Pour cela, il faut, pour qu'on puisse créer cet univers agréable où on peut faire du sport, du roller ou se balader, il est important de réfléchir à la mobilité. Et pour cela, on a fait appel bien évidemment à Transitech. Et tu pourras nous expliciter tout le travail énorme qui s'est opéré ensemble avec la CCI et nous pour essayer de gérer cette mobilité et cette ambition qui n'est pas facile à obtenir tout le temps, de réduire au maximum le part de la voiture à l'intérieur d'une parc d'activité. Je te laisse la parole.
Merci Annie. Effectivement, c'est un défi qui nous anime depuis 2017, le début de la réflexion, et qui nous anime toujours encore aujourd'hui, puisqu'on parle effectivement d'un parc d'activités qui va englober à peu près 3500 à 4000 emplois, autant de déplacements pendulaires potentiels qui vont arriver et repartir du site sans prendre en compte les visiteurs qui seront aussi amenés à se rendre sur le site, plus toutes les activités voisines qui ont vocation à interagir avec le secteur. Le premier enjeu dans ce contexte-là, c'est de maîtriser notamment la part de la voiture individuelle en accès. Non seulement pour respecter les principes et les préceptes de M. Rifkin dans REV 3, mais aussi parce qu'on a bien conscience, et on y reviendra par la suite, que le système est en limite de capacité aux abords du secteur. En premier lieu, les efforts qui sont envisagés sur le secteur portent sur l'offre de stationnement. On est bien en deçà finalement de ce qui peut être proposé dans des zones d'activité classiques. On ambitionne moins d'un actif sur deux qui se rende sur son lieu de travail en voiture individuelle. On évoquait tout à l'heure les notions de partage et de covoiturage. Ça fait partie des éléments pour lesquels la voiture peut rester un vecteur finalement de transport, mais aussi un vecteur de transport en commun. Ça passe aussi par une politique et une gestion du stationnement qui sera rendue possible par un management de la mobilité locale, et pourquoi pas partager avec d'autres zones d'activité sur le secteur. Toujours est-il qu'on aura moins d'une place de stationnement pour deux actifs sur le site. On va aussi travailler en interne, mutualiser, partager les écomobilités. On est sur une zone à taille humaine où on peut se déplacer à pied, à vélo, éventuellement en véhicule autonome, pourquoi pas. On est aussi sur une zone qui est ouverte vers l'extérieur et qui doit finalement être interconnectée en modes actifs et accessible pour les habitants de l'Équin, pour les actifs qui travaillent au CRT ou à proximité directe. Et donc, les écomobilités ont toute leur place et on leur a laissé une place belle dans la composition du site. Cette maîtrise du système de la mobilité, elle passe aussi par l'identification et le recrutement d'une personne dédiée au sein du parc pour gérer ces problématiques-là, pour interfacer avec les entreprises, pour poser des règles aussi en termes d'accès, de droit d'accès au stationnement, pour favoriser finalement l'écovoitureur par rapport à d'autres usagers de la voiture individuelle, et aussi pour échanger avec les collectivités, avec les exploitants des services de transport qui doivent, par l'évolution du service offert en termes d'accessibilité, accompagner le déploiement qui va se faire sur un temps long de ce parc d'activités. Et puis enfin, puisqu'on a pleinement conscience aussi que les problématiques ne sont pas purement internes ou liées à la proximité directe du site, des études complémentaires sont actuellement en cours pour analyser finalement quels sont les impacts à l'extérieur du site, du développement conjoint de l'aéroport et de l'île Aéroparc, pour travailler finalement sur le développement de systèmes plus capacitaires en termes de transport public, en termes de modes actifs et également en termes routiers sur le système viaire à proximité qui relie finalement notre site à l'autoroute A1 et à tous les territoires alentours. Alors, en premier lieu, ce qui se passe en interne va être géré par le manager de la mobilité. Comme je l'évoquais tout à l'heure, un stationnement mutualisé, notamment entre différentes entreprises et avec différents types d'usages, ce n'est pas quelque chose de simple. Il y a une gestion des accès qu'il est nécessaire d'accorder. Et il y a toute une flopée de services, que ce soit des services de location prêt de vélo, d'autopartage interne pour les entreprises, voulu 100% électrique à ce stade, des relations avec les transporteurs pour finalement s'appuyer sur les services mis en place par la collectivité pour accéder au territoire, les interfaces aussi avec les différents opérateurs de covoiturage qui peuvent exister aujourd'hui dans le domaine public et dans le domaine privé, la gestion des phases de travaux, parce que sur une bonne dizaine d'années, on va se retrouver sur un territoire qui sera concerné par des travaux, avec des impacts aussi sur l'accessibilité. La notion de bureau d'étang, on a aujourd'hui un secteur qui est très marqué par les heures de pointe, du fait de la grande pendularité des déplacements qui sont générés par l'Équin, tant par les habitants que par les actifs qui y travaillent. La gestion du temps et de la mobilité associée au temps est également un élément important. Permettre de l'accès aux livraisons, enfin toute une série d'enjeux que le manager de la mobilité pourra gérer dans le cadre de ce projet. Alors on s'appuie, on l'évoquait tout à l'heure, sur un système routier qui est très proche de l'autoroute A1 et du diffuseur, et un système d'accessibilité qu'on a voulu totalement pacifiant, à savoir qu'aucun trafic ne circulera sur la boucle, sauf exception. Cette boucle, elle est totalement préservée, c'est véritablement un parc. Le système est conçu finalement en impasse pour éviter le transit au travers du secteur, pour ne pas faire appel d'air pour tous les flux qui peuvent par exemple relier l'autoroute A1 et le CRT, et ces trois impasses, la première sur la route de l'aéroport, la deuxième au débouché de la rue du Pic-au-Vent et la troisième sur la rue d'Anchemont, débouchent sur des parkings mutualisés dont
les dimensions évoluent finalement en fonction des besoins, avec cette capacité à faire évoluer l'offre de stationnement en fonction de la répartition modale en accès et donc du développement des modes alternatifs à la voiture. On le retrouve ici de manière un peu plus zoomée avec ces parkings en ouvrage et ces nappes en surface qui sont amenés à disparaître progressivement au fur et à mesure que la mobilité en accès se reporte sur d'autres modes de déplacement. Voilà encore une autre représentation de ces principes. On se rend compte sur ces axes rouges que finalement les espaces circulés au sein du périmètre du projet sont extrêmement limités, tout le reste étant dédié aux mobilités actives et à l'espace public. Annie. Et puis au niveau du phasage, bien évidemment, il y a 3 phases et ils sont à chaque fois dédiés et organisés de manière à ce que chaque opération puisse profiter d'un parking silo et qu'on puisse organiser toute cette mobilité, ce système qu'on a mis en place d'une manière tranquillement et sereinement. Voilà. Et aujourd'hui, on commence avec le lot A et B, c'est tout ce qui est blanc, et ensuite dans le cercle nord et puis le cercle sud. Mais bien évidemment, ce sont des projets qui sont toujours en évolution, mais c'est le phasage que nous avons proposé à ce jour. Maintenant, si on peut quitter un peu les choses un peu plus techniques pour aller, même s'il y a de la technique dans le paysage quand même, je voudrais que Laure puisse aussi expliciter finalement tout le projet paysage qui a été mis en place. Je te laisse la parole. Merci Louis. Au niveau du projet paysager, on a voulu transformer un peu le site qui est actuellement plus occupé par de l'agriculture plutôt intensive. Et nous, on a la volonté de ramener un paysage beaucoup plus boisé au sein de ce site. Et avec tous les avantages que les arbres peuvent nous apporter, avantages sur la biodiversité, sur la régulation des températures avec la création du coup d'un îlot de fraîcheur sur l'ensemble de ce parc. Avantages aussi sur la gestion des pollutions avec la captation de particules fines au niveau du feuillage, sur la gestion des eaux. Et puis surtout, un avantage sur l'amélioration du cadre de vie des villes avoisonnantes. Mais avant de passer au cadre de vie, on veut simplement faire un petit encart sur la question de la gestion de l'eau, puisque c'est quand même un des points sensibles et ambitieux dans ce projet qui mérite, Jean-François, si tu veux bien, un peu d'explication, accompagné par Xavier. Peut-être tu peux déjà nous rejoindre à la place de Rémi. Je suis désolée Rémi. Voilà, merci. Peut-être oui, des précisions sur ce qui a été envisagé pour aller dans le sens de cette amélioration générale du système. En fait, ce qui est très important de dire, c'est que ce qui est imposé habituellement dans un projet, c'est, j'ai presque envie de dire, une logique de statu quo, c'est-à-dire que le projet n'ait pas d'impact sur la situation actuelle. Et ici, on va finalement beaucoup plus loin que ça. La question, elle n'est pas de ne pas avoir d'impact. La question, elle est comment le projet peut contribuer à l'amélioration générale du système. On a aujourd'hui des terrains qui sont... dont le cycle de l'eau peut être considéré comme étant partiellement dégradé par l'usage extensif des sols, intensif des sols, pardon. Et donc la question est de comment on peut concevoir un projet avec toute une série d'éléments paysagers, comment on peut concevoir un projet qui améliore ce cycle de l'eau et qui le mette véritablement au service des champs captants. Peut-être juste pour décrire, et puis je reprendrai la parole après. Oui, donc le principe, effectivement, est de récupérer l'eau qui tombe sur le site. Et comme on voit à travers donc, cette faille, l'eau va soit vers, une grande majorité, vers la marque, vers le champ lié à la marque, soit vers les champs captants sur la plus petite partie. Il y a une forte problématique et un fort enjeu sur la partie champ captant. Donc effectivement, il y a eu toute une réflexion pour guider, accompagner l'eau pour pouvoir participer au rétablissement d'un nappe phréatique lié au champ captant. Donc il y a toute une organisation avec effectivement différents ouvrages, des ouvrages de récupération d'où des noues plantées,
imperméables, excusez-moi, pour protéger les fonds des pollutions. Ces noues vont vers des bassins qui ont différentes fonctions. Alors, il y a des bassins qui servent à protéger, donc, parce que l'eau peut s'approcher à la fois sur une partie, je dirais, assurantielle, protection des sites, des biens et des personnes, et en même temps, il faut aussi qu'on aborde, et ça c'est un peu l'originalité de ce projet, sur l'eau comme plutôt quelque chose de positif et d'un apport à la gestion environnementale et à la gestion durable du site. Donc cette gestion, vous l'avez compris, elle est circonstancielle, elle est adaptée à chaque secteur bâti, secteur desserte, les voiries, secteur agricole, puisqu'il y a différents secteurs d'usage dans le projet. Elle est maîtrisée et le principe a été de regarder le parcours de la goutte d'eau depuis le moment où elle tombe sur le terrain jusqu'à son usage dans le projet. Et elle se fait au plus proche de la source et de façon la plus superficielle, avec un leitmotiv qui est de mettre l'eau au service de la biodiversité et du climat, et ça fait le lien avec cette question du paysage, et de réutiliser au maximum cette eau, soit pour des usages locaux, pour minimiser la consommation d'eau potable, soit pour recharger la nappe phréatique, avec une logique de souplesse qui est un élément très important de la conception hydraulique de ce projet. On a vu ces deux bassins versants. Aujourd'hui, il y a une réutilisation très large envisagée vers les champs captants, mais il y a tout à fait possibilité, compte tenu de ce zonage et de ce découpage, d'avoir une gestion très souple qui peut s'intégrer très facilement au phasage de cette opération également. Vous avez compris, ça veut dire qu'on va passer à la question, la question de l'eau introduit surtout aussi la question du vivant. Le vivant dans tout son sens du terme. On a finalement, parce qu'on crée un nouveau lieu de vie, un nouveau cadre de vie très paysager. Et quand on parle de l'eau, on parle de la faune et de la flore et des gens. Et pour ça, je te laisse la parole pour que tu puisses expliciter tout le travail qui a été fait sur le cadre de vie de ce parc d'activités. Laure. Oui, tout à fait. Du coup, on s'est appuyé sur 3 piliers pour se développer ce projet. Comme ça a déjà été évoqué, c'est à la fois un lieu de travail, mais voilà, ce n'est pas qu'un lieu de travail, c'est aussi un lieu de nature, un lieu dans lequel on va venir avec la gestion des eaux qui permet de favoriser des milieux humides, d'introduire de nouvelles espèces de faune et de flore, et d'enrichir du coup la diversité biologique existante du lieu. Et c'est aussi un lieu dans lequel on va pouvoir aller venir se détendre, venir faire du sport, prendre des pique-niques, observer la nature. Enfin, voilà, c'est un lieu qui va vivre pas seulement avec la vie de bureau, quoi. Et dans le plan du paysage, ça se transcrit par du coup différentes ambiances et différents espaces. Au sein de la boucle, à l'intérieur de l'anneau, disons, là on a finalement un parc de bureaux le plus important. C'est aussi une ambiance de parc urbain, parce que l'ambition du projet étant de venir travailler dans un parc. On a une plantation d'arbres de plutôt grand développement qui auront la place de s'étendre. Tout autour de la boucle, du coup, on a cette voie de desserte principale qui va permettre d'irriguer ensuite les chemins qui vont parcourir le projet. Et aux endroits des accroches entre cette boucle principale et les chemins secondaires, on a tout un système, ce qu'on a appelé des hameaux. C'est un peu un système de micro-architecture en bois ou de petites plateformes en bois qui vont permettre comme ça de faire la jonction entre ces deux types de cheminement. Tout autour de la boucle, on a plutôt un paysage un peu plus domestique avec des plantations de vergers qui vient faire le lien comme ça entre le parc boisé à l'intérieur et la partie préservée pour le maraîchage. Et au nord du site, on a plus un paysage boisé et tramé avec des plantations forestières, je vais vous détailler par la suite, et dans lesquelles les bureaux viennent s'implanter de manière un peu plus aléatoire. Et voilà, on retrouve comme ça des systèmes de clairières, un paysage qui est plus boisé. Alors, sur ce projet, on a voulu impulser une dynamique naturelle, et pour ça, notamment au niveau du boisement, une dynamique forestière. Et pour ça, on
on pense utiliser une technique qui est de venir planter de manière assez serrée de jeunes plants d'arbres. Donc au début, ça ne ressemblera pas forcément du tout à une forêt. Ça sera plutôt ce qu'on peut voir dans une forêt quand il y a une parcelle qui est nouvellement plantée. Et ces arbres, ils vont se développer parallèlement au phasage du projet. Donc c'est un paysage qui va maturer dans le temps et s'installer dans le temps. Et chaque arbre va venir se développer en fait, de manière un peu spécifique parce qu'on n'aura pas des sujets qui auront été préformés en pépinière. Ce qui fait qu'à terme, on aura un boisement qui ne sera pas uniforme avec un développement d'arbres qui sera assez diversifié. Et c'est ça qui va permettre d'avoir un sentiment de nature qui sera plus fort. Maintenant, on va vous présenter rapidement quelques références de paysages. Alors, ce n'est pas exactement ce à quoi va ressembler le projet, mais c'est les ambiances de ce qu'on imagine pour le projet. Donc, je vous ai parlé du parc au cœur du site. Voilà, une ambiance de parc, ça se traduit par des arbres majestueux, à terme bien sûr, avec un port assez développé, des grandes tailles. On imagine aussi de travailler sur les revêtements pour effacer au maximum les axes logistiques à l'intérieur de cette boucle, de manière à garder l'ambiance parc, lui donner plus d'importance, quoi. Au niveau de la boucle paysagère, on aura comme ça, tout comme un ruban qui vient se dérouler dans le paysage. On imagine une matérialité assez plutôt un peu dure, peut-être du béton, quelque chose en tout cas sur lequel on puisse facilement venir rouler en trottinette, en vélo. Ça peut être aussi une boucle sur laquelle on vient faire son footing, parce qu'il y aura peut-être des marquages kilométriques aussi sur l'ensemble du parcours. Voilà, pour les références des hameaux et des tipis, voilà à quoi ça peut ressembler. Ça peut être des petites cahutes en bois, ça peut être simplement une petite plateforme en bois sur laquelle il y a quelques tables de pique-nique et où on peut venir pique-niquer face au paysage, se reposer. C'est des lieux de détente, du coup, plutôt. Et pour l'ambiance du berger, on est plus du coup, dans des plantations tramées d'arbres de petits développements, dans lesquels on peut aussi avoir des lieux de détente avec des tables de pique-nique, des transats, des parcours. Et puis, on a imaginé toute une zone dans ce verger qui fait une interface avec la surface maraîchère à côté, qui met en scène en fait, cette activité maraîchère, et dans laquelle on pourrait avoir comme ça aussi des lieux de cueillette sauvage avec donc vous voyez des murs, des framboises, mais ça sera peut-être aussi, ça pourrait être des bosquets de mûres dans lesquels on peut venir faire venir ponctuellement de manière saisonnière sur ce site pour aller chercher quelque chose de particulier. Et puis, au nord du site, je vous ai parlé d'espaces plus boisés. On aura aussi des clairières qui seront mutualisées aux différents bureaux. Et voilà à quoi pourra ressembler un espace qui sera plus boisé dans une temporalité intermédiaire, disons. Ce n'est pas encore tout à fait une forêt, mais c'est déjà plus présent que les jeunes plans forestiers que vous avez vus au tout début. Ensuite, on a bien sûr des parkings en surface sur ce projet. Et là, c'est pareil. Ces parkings, on voudrait les intégrer de manière paysagère au maximum. Et pour cela, ça passe par du mobilier en bois. Ça peut aussi passer par un travail sur les revêtements, comme à l'intérieur de la boucle, où on efface les places de parking. Et du coup, on efface aussi un petit peu la lecture tout de suite d'un parking. Les plantations d'arbres, les plantations tramées vont venir aussi s'intégrer jusque dans ce parking de manière à effacer au maximum la fonctionnalité première de ce lieu et l'intégrer au maximum dans le parc. Et puis on vous a beaucoup parlé de gestion d'eau, et voilà à quoi ça pourrait ressembler. Et surtout, il ne faut pas imaginer que tous ces bassins et ces noues, elles seront en permanence en eau. C'est-à-dire qu'il y a des bassins et des noues dans lesquels on pourra voir de l'eau au moment de fortes pluies. Et puis, la plupart des bassins, on ne verra pas l'eau, mais on sentira comme ça, on a un sentiment d'humidité qui sera donné par la végétation, par des essences qui poussent principalement dans les milieux frais. Et voilà, ça sera plus une vision indirecte de l'humidité du paysage. Ensuite, on a imaginé toute une structure de cheminement secondaire
sur l'ensemble de ce site, dans lequel on aurait à la fois qui viennent comme ça, où on pourra venir jusqu'à des zones faire du sport avec des zones d'agrès, des zones un petit peu plus sauvages, ou ce qu'on appelait des parcours sauvages avec peut-être des éléments en bois. Enfin voilà, ça c'est encore un peu à définir. Mais c'est pour vous montrer un peu les types de ce que ça pourra prendre comme image. Et puis, au niveau du sport, donc je vous ai parlé des agrès. On imagine aussi une sorte d'agrès un petit peu pour parents et enfants, avec peut-être des rondins grande taille, des rondins petite taille, des emmarchements qui seraient différents, d'avoir comme ça une sorte de lecture, de parcours en parallèle, en regard pour les grands et les petits. C'est quelque chose qu'on voudrait essayer de développer sur le site pour être assez rigolo. Et puis, je ne vous ai pas parlé de cette aire de jeu, mais on imagine aussi une aire de jeu au sud du parc, plutôt axée sur le thème de l'aviation. Et là, c'est pareil, c'est une aire de jeu un peu, disons, emblématique et pour l'environnement direct de ce projet. En extérieur, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'environnement, dans les villes aux alentours. Et ça, c'est aussi quelque chose qui permettra de faire vivre le lieu pendant les vacances, le mercredi après-midi, à d'autres moments que simplement pour de la vie bureau, quoi. Voilà, vous avez vu, on est vraiment en train de travailler sur un parc d'activités qui sont pour les gens qui habitent autour, pour les gens qui travaillent, activités qui ne sont pas que liées au travail, mais aussi au loisir, avec la mobilité extrêmement réduite, la présence de la nature, la création de l'emploi. C'est en fait un lieu qui aura certainement un rayonnement local. C'est la première des ambitions qu'on souhaite. Ensuite, bien évidemment, aussi métropolitain. Vous avez vu qu'il s'inscrit dans un paysage, il continue quand même l'écosystème. On a des lieux très naturels, de biodiversité, et puis de la faune et de la flore, c'est important. La gestion de l'eau. On innove non simplement dans le bâti, mais aussi dans les formes urbaines, dans les manières de travailler, dans les manières de s'y retrouver. Et puis, en fait, on accueille un écosystème d'entreprises demain qui pourrait être un exemple et un levier pour faire aujourd'hui la ville et les zones d'activité dont on a besoin autrement. Voilà, Marc, je ne sais pas si tu veux faire le mot de la fin, parce qu'on a peut-être dépassé le temps. Mais c'est un projet très riche et qui a besoin d'être commenté dans ses détails parce qu'il est innovant, justement. Merci pour cette présentation très claire. Je tenais avant tout à remercier l'ensemble des participants qui ont présenté ce projet, également l'ensemble des acteurs de ce projet, puisque voilà... on arrive sur une nouvelle étape au niveau des études et donc à la fois les équipes de la CCI et notamment Madame Planck, mais également tous les acteurs qui nous ont accompagnés, les chefs d'entreprise, la CCI et les collectivités. Et en tout cas, vous pouvez nous retrouver sur le site REF3 Lillers au Parc, où vous retrouverez tous les éléments effectivement des études depuis le début. Mais également, nous y mettrons ce film et la suite donnée à ce projet. Encore merci à tous et à très bientôt. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go Times Square, take a picture of me.